A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, thumma salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs d'Al-Bayan, recevez la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans Point Hebdo. Voilà, en ce qui concerne donc cette semaine, c'est votre émission de décryptage et l'analyse de l'actualité. L'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire a été marquée par la célébration du Maolid, naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, le groupe média Al-Bayan a dépêché une équipe au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Kabadougou, pour vous faire vivre donc les meilleurs moments de cette célébration dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est tenue ici en Côte d'Ivoire à la grande mosquée de la Riviera Golf. Occasion pour le COSIM justement de donner des orientations à la communauté musulmane et surtout de se prononcer sur cette question qui fait débat à travers le monde entier, la question donc de l'orientation sexuelle, l'homosexualité précisément. Cette conférence inaugurale a également été l'occasion pour le COSIM de faire une proposition donc au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes, celle donc de la reconnaissance donc des mariages coutumiers et religieux. Et le chef Koulaïma Ousmane Dia, qui était sur cette question, a dit que cela y va donc du bien-être de la famille et surtout résoudre ces nombreux problèmes qui minent nos différentes familles. Par exemple, nous avons le cas, la situation des enfants en situation de rue. Et d'ailleurs, cette question, voilà, le gouvernement ivoirien la prend à bras le corps. C'est pourquoi d'ailleurs, vendredi passé, pas vendredi d'hier justement, la ministre de la Famille, de l'Enfant, Nasséba Touré, était donc dans les rues pour extirper les enfants en situation de rue à travers donc cette opération, ce plan d'urgence qui a été baptisé Maraude. Et puis également l'actualité à travers le monde actuellement aussi, c'est c'est la CAN 2027, les préparatifs de la CAN 2027. Les pays organisateurs de cette CAN sont d'ailleurs déjà connus. Il s'agit bien donc du trio est-africain Ouganda, Tanzanie, Kenya. Voici les actualités qui retiennent notre attention cette semaine et pour ce numéro de votre émission Point Hebdo. On vous souhaite la bienvenue. Nous ne sommes pas seuls dans ce plateau. Nous sommes d'ailleurs 4. Voilà, 3 autres personnes nous accompagnent. J'ai ici à ma gauche Madame Kalo. Voilà, Bakayoko, je crois bien. Bakoro Diarasuba. En fait, Bakoro Diarasuba Kalo, professeur Kalo. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en communication de développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la première fois qu'on vous est en fait sur ce plateau. Exactement, c'est la première fois. J'espère aussi que ça va bien se passer, Inch'Allah. D'accord. Merci en tout cas de passer ce moment en notre compagnie. Et juste en face de vous, nous avons Eladja Hassan Sissoko. Il est imam à la mosquée Madina du Remblai. Il est aussi le responsable du département d'Awa au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes d'ailleurs très honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Imam. Merci. Et juste à côté de vous également, nous avons un autre homme de la communication, Eladja Sendou Bakayoko. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Professeur en communication. Eh bien là, sur ce plateau, on a de grands hommes en communication. On le sait, les imams, ce sont des hommes de la communication, bien sûr, parce qu'ils véhiculent toujours les messages à l'endroit de la population. Ils font usage de techniques de communication pour convaincre la population, n'est-ce pas, imam? Bien sûr. D'accord. Et puis, nous avons également une grande dame, voilà, de la communication pour le développement, un professeur en communication. C'est un plateau 100% communication. Inch'Allah. On espère que le week-end commence très bien du côté de chacun de vous. Inch'Allah. Sur vous? Oui, tout à fait. On peut le penser grâce à Dieu. D'accord, Inch'Allah. Et c'est pareil, les imams, ils ne se reposent pas quand même. Ben voilà. Ben, pour nous, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end. Le week-end constitue la pleine semaine pour nous. D'accord, Inch'Allah. Merci à chacun, voilà, donc d'avoir répondu à cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Alors, on aborde tout de suite donc le tout premier sujet. Je le disais, l'actualité en Côte d'Ivoire cette semaine est marquée par la célébration du Maolid, qui est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le groupe média Al-Bayan, votre télévision justement, pour vous permettre de bien vivre à cet événement, a décidé de déployer une équipe dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le district du Denguélé, à Odiné précisément, pour vous faire vivre à cet événement, vous faire également découvrir à cette partie de la Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, on vous propose ce reportage sur le village de Kenedjan. Vous en avez sûrement entendu parler. Ben voilà, c'est le village du Cheikh Samassi. Et puis juste après, on revient
pour parler justement de cette initiative du groupe Média Al Bayan. Kéléndjan est un village situé à 54 km d'Odiné, chef-lieu de département. C'est un village consacré exclusivement à l'adoration de Dieu. Ici, l'élevage d'animaux est interdit, pas d'animaux domestiques visibles dans les rues. Un calme pieux plane sur cette petite localité. Durant le Maoulid, les talibés de Cheikh Mathieu Bouaké Samassi affluent de partout, des quatre coins de la Côte d'Ivoire, pour venir prier et réciter la salate sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la semaine dernière, les talibés sont à Kéléndjan pour la lecture de Dalailul Khayrat. Dalailul Khayrat, c'est un livre qui ne contient que la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'origine, l'histoire de Kéléndjan se confond avec celle de Cheikh Mathieu Bouaké Samassi, né vers 1921. Il a fondé ce village suite à une recommandation de son père. En effet, son père lui ordonna de migrer vers Kéléndjan, un espace lointain situé à 14 km de Samatigila. Cheikh Mathieu Bouaké Samassi le dit à qui veut l'entendre. Il faut rechercher la baraka des parents afin d'être agréé par Dieu. Il raconte un jour son père installé à Samatigila devait payer ses dettes. Il demanda alors de l'aide à son fils. Ce dernier se tourna vers Dieu pour l'implorer. Après avoir imploré Dieu, le jeune Samassi remarqua les traces de gibier. Avec 4 balles dans son fusil de chasse, il réussit à neutraliser ses proies. Et un exploit qui permet de régler les dettes de son père. Mieux, tout le village de Samatigila a pu bénéficier des parts de viande des 3 gibiers. Et depuis lors, le jeune Samassi voit tous ses vœux exaucés grâce à l'obéissance à ses parents. Aujourd'hui, c'est un homme comblé malgré l'âge avancé. Âgé de plus de 100 ans, père de 8 garçons et 2 filles, il a effectué 7 fois le pèlerinage à la Mecque. Et pendant le Hajj, il a eu la chance de prier à l'intérieur de la Kaaba. Et pour toutes ces raisons, il invite la jeunesse à obéir aux parents afin d'obtenir la baraka de Dieu. Le Cheikh Kéléndjan est un homme spirituel. C'est pourquoi tout ce qu'il fait ici à Kéléndjan, il le fait selon les inscriptions divines. Tout ce qui se passe à Kéléndjan est basé sur les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah nous demande de faire, alors c'est ce que Cheikh Kéléndjan fait et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et c'est quelqu'un qui nous parle, mais qui joint toujours l'acte à la parole. La vie ici-bas est un champ qu'il faut semer avec de bonnes actions afin de récolter le paradis. Kanate Kassoum, Dole Ismaël, Sissé Babou, Sissé Daouda Lachik, Silavali depuis Kéléndjan pour la radio-télévision Al Bayan. Voilà, on dira tout simplement merci à l'ensemble de nos correspondants, nos envoyés spéciaux pour cet élément sur Kéléndjan qui nous fait découvrir ce beau village qui a été fondé par le cheikh Mathieu Samassi. Alors, l'histoire de Kéléndjan, qu'est-ce que ça vous dit, professeur Kalou? Merci beaucoup. C'est une histoire véritablement qui nous inspire, qui nous édifie et qui nous emmène surtout à comprendre que la foi en Allah donne à notre vie son véritable sens. Nous avons vu le cheikh qui, en acceptant de se soumettre au décret divin, qui, en acceptant de suivre les recommandations divines, en étant un modèle de leadership au sein de sa communauté, a réussi à faire de son village un havre de paix, un site historique de haute spiritualité qui reçoit une déferlante de population chaque année parce que ces bénédictions sont exaucées. Mais il y a surtout cet élément très important qui doit nous édifier, c'est l'importance de respecter les recommandations et les injonctions de nos parents. Le cheikh, en acceptant de suivre ce que son père lui a demandé, a aujourd'hui ce village qui est devenu historique. Mais il nous montre surtout que nos parents sont nos dieux sur cette terre et que nous leur devons obéissance. Respecter les règles divines, s'assurer de maintenir la cohésion au sein de sa communauté à travers la justice sociale, parce qu'on a entendu quelque chose de très important, il n'y a pas d'animaux
qui divaguent. Ça évite les conflits. On sait tous les conflits éleveurs, agriculteurs, comment ils ont des conséquences déplorables au sein de nos communautés. Et véritablement, la problématique de la justice sociale, de l'équité et de la foi en Dieu sont édifiants avec cet exemple de Kelenjan. D'accord. Alors, Eladj Sendou Bakayoko, que vous inspire justement l'histoire du cheikh Mathias Samassi et son village également, Kelenjan? Alhamdulillah. Moi, j'ai eu la chance de visiter Kelenjan. D'accord, d'être là-bas. C'est une belle histoire, comme relaté par Kamaté tout à l'heure, et comme également mis en évidence par Aya tout à l'heure également. Mais il faut dire aussi que Kelenjan n'a pas tout été comme ça. C'était vraiment une bourgade. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque-là, au moment où le cheikh partait. C'est vraiment un parcours d'émigration de Madinani, qui était déjà un cadre, de Samati-là, qui était déjà un cadre de vie villageois à l'intérieur d'une communauté, et une émigration, sinon une retraite spirituelle, n'est-ce pas, dans cette partie, qui aujourd'hui, je dis, cristallise un peu notre attention, notre intérêt à cette période-là, notamment pendant le Maouloud. Donc c'est un exemple d'immigration, n'est-ce pas, du cheikh Sabachi, qui est parti d'un monde plus ou moins social pour se rapprocher de Dieu dans un endroit, n'est-ce pas, de spiritualité. Aujourd'hui, effectivement, quand vous arrivez à Kelenjan, tout est bâti autour de la spiritualité. Il n'y a d'activité que ça. Il n'y a d'activité au cours de que la spiritualité, matin, midi et soir. Je pense que c'est peut-être un exemple typique, le seul exemple peut-être dans notre contrée, qui nous fait vivre justement la foi et qui explique aujourd'hui tout le déferlement pendant le Maouloud sur Kelenjan. Et vous faites fort justement, vous faites bien de mettre cela en lumière, sur le parcours de l'homme de spiritualité qu'il est, mais aussi l'histoire, n'est-ce pas, de cette immigration qui donne lieu aujourd'hui à cette profusion de la foi dont nous enrichissons nous tous. Voilà. Donc c'est inspirant. Et on dit alhamdulillah. D'accord. Voilà. Imam Sissoko, le cheikh Kelenjan met l'accent surtout sur le respect des parents. Et il insiste là-dessus, et notre correspondant le disait tout à l'heure. Cheikh Kelenjan le dit à tout le monde, il faut respecter les parents. C'est une valeur qui tend à disparaître aujourd'hui on va dire, dans notre société. On oublie, parfois on ne mesure pas la portée du respect de la parole des parents. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que la vie de ce cheikh nous ramène à la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que tout ce que nous faisons, il faut que ce soit accompagné par la sincérité. On n'a pas besoin d'être en ville comme Abidjan pour se montrer croyant ou bien cheikh. Vous voyez, il allait dans un petit village, comme le professeur Lassalam à la Mecque, de la Mecque jusqu'à Médine. C'était même pas un village à l'époque, c'était un champ. Aujourd'hui, tout le monde converge vers ce village-là pour dire qu'il y a une sincérité qui a été à la base. Effectivement, le respect des parents, on ne cessera donc de le dire. On ne peut être que... On ne peut rien faire dans ce monde-là sans la baraka des parents. Et les enfants, si on veut réussir, quel que soit le domaine dans lequel on veut réussir, il faut qu'on respecte les parents. D'accord. Il faut qu'on écoute ce que les parents disent. Aujourd'hui, on a des concepts qui font qu'on pense qu'on peut se passer des parents, tels que l'autonomisation. Quand on parle d'autonomisation dans une famille, ça veut dire que l'enfant il est autonome, la femme est autonome, l'homme est autonome. À ce moment-là, il n'y a plus de famille. Alors que dans la famille, on sait que les parents sont là. Et les parents sont le pilier. Et c'est sur ces parents-là qu'on doit s'appuyer pour s'élever dans cette vie-là. Tant qu'on n'a pas ce pilier-là sur lequel on doit s'appuyer, on ne peut rien faire dans la vie. Donc c'est important qu'on revienne là-dessus pour inciter nos enfants à respecter les parents, à écouter ce que les parents disent pour qu'ils puissent aussi réussir dans leur vie d'ici-bas. D'accord. Cette très belle histoire donc de Kelenjan, on l'a bien sûr parce que le groupe Média Al Bayan a décidé de sortir d'Abidjan. Cela, c'est une première depuis donc la naissance de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la direction générale du groupe Média Al Bayan de sortir et d'aller, on va dire, au contact des populations à près de 900 km d'Abidjan? Je pense que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Parce que
avoir l'opportunité de délocaliser justement les programmes et rapprocher la radio des populations, c'est véritablement un gros défi que la radio et le groupe Média Al Bayan a réussi à relever. Et le choix même d'Odiéné, qui est à plus de 800 km d'Abidjan, est un signal fort. Je pense que ça va créer une saine émulation et que d'autres régions de la Côte d'Ivoire mériteront de recevoir le groupe pour montrer également toutes les potentialités qu'elle regorge surtout. Et je pense que c'est une excellente initiative à encourager et à poursuivre avec l'aide d'Allah, Inch'Allah. D'accord. Et là, c'est nous. Oui, le groupe Média Al Bayan est un média à vocation nationale. On a une couverture nationale. Donc, partant, il va de soi que on est pour mission, enfin, je me mets dans le... Parce que je vois Al Bayan comme une radio communautaire, comme un groupe média communautaire. Effectivement. Nous tous. Voilà, donc, partant donc, il y a mission, il y a nécessité, justement, de se rapprocher de toutes les zones, de sorte à avoir une approche inclusive, que toutes les communautés, toutes les régions du pays, effectivement, se sont concernées par le par le programme d'Al Bayan. C'est qu'il suffit justement la diversité, la pluralité des messages, des interventions en langue, etc. d'Al Bayan. Donc c'est une idéologie, c'est une vision, c'est une ligne éditoriale de Al Bayan, et donc on ne fait que le concrétiser. Donc je vais dire que après le Denguélé, comme elle a si bien dit, il faut penser également à aller vers d'autres zones, l'ouest, l'est, etc. Mais je pense que Odiéné mérite pour cette occasion-là d'être mis en lumière, parce que le mois d'aujourd'hui, à Odiéné, était devenu, je veux dire, un fait social, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc c'était quand même le droit d'Odiéné à cette occasion-là d'être mis en lumière. Et surtout l'offre de Dieu aujourd'hui en termes de, on a vu tout à l'heure avec le Cheikh Samassi, en termes de spiritualité, je pense que c'est une offre qui est inspirante, qui concerne tout le monde. Et donc c'est tout à fait à propos, je pense que Dieu le mérite, mais il faut penser également à déployer, à aller vers d'autres régions pour davantage renforcer cette idée-là et cette image de chaîne nationale. D'accord. Eladja Sissoko. Bon, je pense que c'est ce que les frères et sœurs ont dit, hein, mais moi je pense que cette sortie-là confirme l'appellation de Al Bayan Radio Nationale. Quand on dit national, c'est pas seulement Abidjan. Et comme Sindou vient de le dire, il y a beaucoup qui entendent de Kélégan, de Vieux Samassi. N'eût été la sortie de Al Bayan, beaucoup n'auraient pas vu le Vieux Kélégan ou bien chose comme on appelle ça, là, ce village-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Comme les autres l'ont dit, il ne faudrait pas s'arrêter là, il faut continuer, afin que les musulmans sachent vraiment que c'est les radios, la télévision aussi. D'accord. Et donc le Maulid a été naturellement célébré à Kélégan, à Odiéné et partout d'ailleurs sur le territoire national. La célébration officielle s'est tenue ici même à Abidjan, à la grande mosquée de la Riviera Golf. Et une conférence magistrale a été animée. Voilà, donc autour du thème les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le bien-être et l'équilibre de la famille. Cela d'ailleurs a été une occasion pour le COSIM de se prononcer sur les sujets qui font débat actuellement dans le monde, notamment l'homosexualité, la question de l'orientation sexuelle. Les imams de Côte d'Ivoire ont donc pris position. Alors nous avons aussi posé la question aux Ivoiriens, comprendre leur idéologie par rapport à cette question. C'est dans ce reportage signé Ben Konaté et Ahmed Bakayoko qu'on suit. Ce sont des scènes devenues presque normales, virales et répétées à longueur de journée à l'esprit des consommateurs des médias. Et les pratiques sexuelles démesurées sont de plus en plus visibles et les médias sont devenus le lieu d'expression des minorités sexuelles et de la promotion des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. L'Afrique n'est pas à l'abri, l'on observe de plus en plus de contenu à caractère homosexuel dans les programmes destinés aux jeunes et aux enfants. Partout, quand tu ouvres la télévision, à tous les niveaux, dans les émissions télé, il y a des homosexuels partout, sur les plateaux de télé, il y a les homosexuels partout, les émissions télé, même dans les jeux. Il faut dire que l'homosexualité, c'est quelque chose qui a existé il y a très longtemps, il y a des siècles même de cela. Et aujourd'hui, c'est-à-dire arrivé à un certain moment, on a vu que c'était un peu caché. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de le dévoiler au grand public. Le problème de l'homosexualité est un sujet clivant, voire tabou, sous nos tropiques. Et ces formes d'orientation sexuelle, valorisées par les médias, tendent à bousculer les mœurs et traditions africaines. Ils vont jusqu'à effriter le caractère sacré du sexe. Une approche balayée du revers de la main
par les populations. C'est un homme et une femme que Dieu a créés pour que nous soyons là actuellement. Et vraiment, prenons garde. Deux hommes ne peuvent pas être vraiment mariés. Ça, c'est un truc de malédiction du monde entier. Et aussi, au niveau des femmes aussi, c'est des trucs qui ne doivent pas se passer. C'est pas possible. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Et c'est parce qu'il sait que c'est bon qu'il l'a fait. À l'heure où ces pratiques importées de l'Occident gagnent du terrain, le recours à la sunna du noble prophète reste l'option la plus sûre. L'islam en Côte d'Ivoire s'insurge face à la montée en puissance de l'homosexualité dans le pays. Inquiète, la communauté musulmane rompt le silence. Son premier responsable monte au créneau. Sans langue de bois, devant les membres du corps diplomatique et étatique, le Cheikhoul Aïma assume la position des imams de Côte d'Ivoire. Nous considérons que les fondements de la famille hétérosexuelle en tant qu'institution sociale de procréation, d'éducation et de formation de l'individu sont menacés par d'autres formes de composition familiale. Ces menaces constituent un risque plus que certain de déséquilibre et même, ce n'est pas exagéré de le dire, d'extermination de notre humanité. Le COSIM, à l'instar des autres organisations confessionnelles de notre pays, est résolument engagé à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés, etc., afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des mœurs et préserver l'intérêt de nos enfants, l'avenir de la société. En Afrique, ils sont 32 à interdire l'homosexualité, à l'instar des pays peuplés comme le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie ou encore le Maroc. En août 2023, le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso prend une décision qui interdit aux chaînes de télévision la diffusion de contenu à caractère homosexuel. Merci beaucoup à Ahmed Bakayoko, à Ben Konaté, à toute la rédaction pour ce reportage qui extériorise également, on va dire, l'idée, l'opinion des Ivoiriens sur la question. Alors, on se tourne tout de suite vers l'imam Sissoko Al-Hassan. Vous êtes le responsable du département d'Awa au du COSIM. Alors, le sujet qui a été choisi cette année pour le Maoulid, c'est bien les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le bien-être et l'équilibre de la famille. Alors, en choisissant ce thème, est-ce que tout de suite, c'est à ces faits que vous aviez pensé? Votre département et tout le COSIM. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. D'accord. Pour voir la méthodologie même du COSIM quant au thème qu'on choisit. D'accord. Quand vous regardez pendant l'Laylatul Qadr, la nuit du destin, pendant la fête de Ramadan, pendant la grande fête de Tabaski, pendant Maoulid, toujours le COSIM regarde dans la société et essaie de détecter les mots qui minent la société afin d'interpeller la communauté musulmane ainsi que la communauté nationale sur ces mots-là, comment les combattre. Donc, c'est dans ce sens-là où on a parlé peut-être par exemple des rumeurs. On a parlé de beaucoup de sujets. Cette année, ça a été le choix du chèque. D'accord. Et en tant que département, il était de notre devoir de trouver un thème qui va parler de la dépravation des mœurs. D'accord, en général. En général. D'accord. On peut citer la drogue, l'alcool, même, comment on appelle ça, l'adultère, la fornication, tout ça. Mais on a constaté que au-delà de tout, l'homosexualité est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est en train de, comme on le dit, comme une eau qui est en train de couler sous nos pieds. Voilà pourquoi le COSIM a voulu donc parler de ce phénomène-là, essayer d'interpeller la communauté. Mais quand on dit que le COSIM prend position
Je crois qu'il faut changer le COSIM. C'est comme si le COSIM avait notre position. D'accord. Non. L'homosexualité n'a jamais été quelque chose qui est permis en islam. Ça a toujours été. Et les imams en ont toujours parlé dans nos sermons. On a toujours condamné l'homosexualité. Mais comme aujourd'hui, c'est en train de devenir comme des institutions, il fallait que sur le plan officiel, le COSIM en parle. Pour dire que non seulement c'est une pratique qui est interdite en islam, mais comme le cheikh l'a dit, si on y prend garde, ça risque de nous amener à l'extermination même de la race humaine. Parce que s'il n'y a pas de procréation, ça veut dire qu'à un moment donné, on va disparaître. Donc voilà pourquoi le COSIM a choisi donc ce thème-là pour interpeller la communauté musulmane et interpeller aussi la communauté nationale afin qu'ensemble, on puisse se serrer les coudes pour pouvoir faire face donc à ce phénomène-là qui est en train de détruire nos enfants. D'accord, donc ce phénomène est déjà présent dans plusieurs pays, on le sait déjà. Mais déjà, est-ce que vous pensez, sinon vous sentez que la Côte d'Ivoire est menacée? La Côte d'Ivoire est menacée. Du moment où, à un moment donné, on a vu que même à l'Assemblée nationale, il y a eu des rumeurs qu'on voulait voter des lois pour ça. N'est-ce pas? Et on apprend aussi qu'ils sont installés ici, ils veulent même créer leur journal. Donc on est menacé. Et dans les écoles, on le sait, on a des échos de ce qui se passe dans nos... Le cheikh a donné certains exemples. Et les exemples, il y en a assez. Moi, j'ai une de mes élèves qui prend le cours de Coran. Où elle va prendre le cours de Coran, c'est une de ses voisines qui lui propose ça. Subhanallah. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est grave. C'est grave. Et Cissé Djiba nous l'a dit, il y a une sœur qui lui a dit que même dans ta mosquée là, il y a des personnes qui sont dans ta mosquée, ils sont dedans. Vous voyez, donc vraiment c'est grave. Je crois qu'il faut qu'on se mette ensemble pour combattre ça, sinon on risque, Dieu nous dit, créer une calamité qui n'atteindrait pas seulement les injustes d'entre vous. Si on pense que ce n'est pas encore arrivé, que le feu il est chez notre voisin, si on ne l'aide pas à éteindre le feu, on risque de se faire brûler nous-mêmes. D'accord. Alors, Adja Kallo, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette sortie, voilà, donc, du COSIM? Est-ce que vous pensez que le moment il est opportun? Je pense que nos guides religieux sont dans leur rôle d'interpellation, de sensibilisation et de surtout changer le comportement de la communauté. Donc s'ils constatent effectivement qu'il y a des phénomènes qui sont en train de prendre de l'ampleur, c'est normal qu'ils puissent donner la position de l'islam. Parce que nous sommes dans une communauté et il est important que nous sachions nos devoirs au sein de cette communauté. Donc cette sortie, justement, ça doit permettre d'être une interpellation pour chacun d'entre nous, mais surtout nous ramener aux fondamentaux de la famille. Aujourd'hui, le problème de l'individualisme et de la thésaurisation des richesses a pris tellement d'importance que tout le monde est prêt à tout, et excusez-moi du terme, à n'importe quoi, pour pouvoir avoir un mieux-être. Et si ce mieux-être-là passe par l'homosexualité qui devient une facilité pour atteindre les objectifs, les gens n'hésitent pas. Donc il est aujourd'hui important que nous puissions sensibiliser et surtout emmener les uns et les autres à comprendre l'importance de se déterminer. C'est vrai que nos libertés individuelles sont propres à nous, mais il faut qu'on comprenne aussi que là où nos libertés s'arrêtent, c'est là où commence celle des autres. Et le cheikh a dit une chose importante. Aujourd'hui, imaginons que le phénomène de l'homosexualité continue de prendre de l'ampleur. C'est l'extermination de la communauté humaine qui est engagée. Et on sera tous responsables à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'on dira qu'il y a des options ou des possibilités que la science, la génétique sont en train d'expérimenter. Mais à un moment ou à un autre, la triste réalité va nous rattraper. C'est notre responsabilité individuelle de pouvoir déjà dans le cercle familial d'interpeller et puis de donner des valeurs à nos enfants, de leur donner la personnalité qui leur permet justement de pouvoir prendre des choix, de prendre des décisions responsables qu'ils sont prêts à assumer sans si et sans mais, parce qu'ils connaissent
leur religion, parce qu'ils savent ce qui est bon pour eux et parce qu'ils ne se laissent pas influencer par une personne X ou une personne Y, qu'ils sachent que la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus importante que le regard des humains. Et c'est ce que la communauté musulmane a fait. Et je pense que ce n'est même pas la seule communauté. Toutes les religions révélées interdisent cette pratique pour dire que là, il y a une certaine universalité dans la vérité quand même, mais il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités et qu'on commence déjà dès le tissu familial à préparer nos enfants à affronter des situations qui pourraient se présenter à eux en leur donnant les éléments pour réagir et bien réagir surtout. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra juguler ce phénomène qui est en train malheureusement de prendre de l'ampleur, parce qu'il y a beaucoup de messages subliminaux qui passent, mais il faut qu'on sache que la vérité est peut-être plus lente, mais elle est ce qu'il faut continuer d'enseigner. Et il faut donner des valeurs et une certaine éthique à nos enfants qui sont les adultes de demain surtout. D'accord, tout à l'heure, Ben Konaté et Ahmed Bakayoko, dans leur reportage, ont présenté surtout les médias comme cette passerelle justement pour glisser cette pratique, on va dire, sous nos pieds. Alors, vous craignez pour la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous sentez les choses venir? Oui, déjà, je voudrais saluer la communication de COSIM, qui montre que le COSIM est non seulement observateur de notre société, mais aussi qui reste à l'écoute de la société, parce qu'effectivement, depuis un moment, surtout à l'annonce d'un magazine pro-LGBT, il y a beaucoup de grogne sur un certain nombre de plateformes qui interpellent le COSIM. Aujourd'hui, donc, le COSIM donne une position qui montre clairement qu'elle est dans la logique de sa responsabilité sociale et que seulement elle le fait, n'est-ce pas, à temps opportun. Effectivement, ce phénomène il devient un phénomène social. Les médias, malheureusement, sont aujourd'hui un vrai canal de propagation, n'est-ce pas, de ce phénomène social. On le voit dans toutes les formes de contenu, que ce soit des films, que ce soit même des programmes pour enfants. À profusion, cette idée-là est diffusée, n'est-ce pas, pour faire admettre ces déviations ou cette déviance sociétale depuis, n'est-ce pas, depuis le berceau. Et ça pose un problème effectivement à notre société, parce que surtout à la famille, la question c'est justement la question de la famille, ça pose un problème, n'est-ce pas, de la famille. La famille naturellement répond à un besoin naturel de procréation, donc de ce point de vue là, vous verrez tous les animaux à se mettre en couple, en tout cas avoir des relations pour pouvoir générer, n'est-ce pas, des progénitures. Mais pour les humains, il est beaucoup plus que ça. Il est une institution, n'est-ce pas, de gestion de la première entité sociale qui est, n'est-ce pas, qui est la famille. Donc un mode de vie, une forme de gestion qui doit se faire. Et c'est tout ça qui est mis en cause aujourd'hui par ces pratiques-là. Et donc il y a de la responsabilité, n'est-ce pas, de COSIM de nous d'interpeller toute la communauté. Voilà, je pense que c'est ce qui est fait. Je pense qu'il y a sur la suite, on pourra peut-être revenir sur les causes de l'état de fait ou peut-être voir les propositions de COSIM pour endiguer, n'est-ce pas, ces phénomènes-là, voilà, qui a tendance à s'incruster dans la conscience collective. D'accord, c'est d'ailleurs la question que je vais tout de suite poser donc à Imam. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, on va dire, aux familles musulmanes, sinon à toute la Côte d'Ivoire, à tous les habitants, pour faire barrage justement à ce phénomène, à cette situation, à cette pratique qui se rapproche davantage de nous? Bon, tout d'abord, c'est de faire connaître à la population que le problème de la famille, c'est la responsabilité de tout le monde. Et Allah nous interpelle dans le Coran en disant ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et celles de vos familles. Ça veut dire que la préservation de la famille, de tous ces mots-là, c'est la responsabilité des parents. Il faut que les parents le comprennent. Et le COSIM n'a pas de chicotte, on n'a pas une police. Ce qu'on a, c'est la sensibilisation. Et je pense que après le Maoulid,
certainement le département en collaboration avec le Bureau national va mettre un programme en place pour qu'on ait quand même beaucoup de plages pour pouvoir sensibiliser la communauté, sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants et leur montrer le danger de ce phénomène-là. C'est des hommes, je crois qu'il faut que de l'autre côté, nous aussi on essaie de faire ce tapage-là pour qu'ils comprennent que ce qu'on leur donne n'est pas vrai. Ce que les médias veulent nous faire comprendre, ce n'est pas la vérité. Parce que c'est dans tous les niveaux. Les gars parlent de dessins animés. Moi, j'ai été surpris une fois, j'étais à la maison, j'ai regardé, comment on appelle ça là, les dessins animés, et ça m'a surpris de voir ça dedans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nous, on croit que c'est des trucs qui éduquent nos enfants, alors qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. Vous voyez, donc c'est ça la sensibilisation, et pour que la communauté comprenne. D'accord. Inch'Allah, donc les messages de sensibilisation qui seront, on va dire, partagés un peu partout dans les mosquées, voilà, par nos imams. Alors, Adja, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire maintenant? On va dire, qu'est-ce qu'on doit faire précisément, chacun à son niveau, pour faire barrage à cette pratique? Déjà, la question de l'information, elle est véritablement importante. Il faut que les gens soient mis devant leurs responsabilités, que nous sachions en fait les conséquences de tous les actes qui sont rattachés à l'homosexualité. Une fois qu'on se rendra compte que les inconvénients sont plus importants que les avantages, le deuxième niveau maintenant de prise de conscience interviendra. Et quand la prise de conscience interviendra, il faut qu'on puisse donner les éléments de langage à nos enfants pour qu'ils ne se sentent pas complexés s'ils ne sont pas d'accord avec des pratiques déviantes. Et pour ça, il faut construire leur personnalité. Et la personnalité va se construire à partir justement de l'éducation de base et des valeurs familiales et surtout de l'éthique spirituelle qu'ils devront avoir. Je pratique ma religion. Il y a des actes qui pour moi sont interdits. Il y a des actes qui sont blâmables. Donc ce n'est même pas un débat ou une option que je dois pouvoir utiliser. Je sais que ce n'est pas bon. Quand le feu il est rouge, on s'arrête. Donc quand ma religion me dit attention, c'est le feu rouge, il faut que je puisse prendre conscience et que je sois à l'aise d'assumer mes positions. Et après cela, le dernier élément, c'est de ne pas peut-être blâmer ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont dévié. De se dire que Allah a la possibilité de transformer même les personnes qui ont l'impression d'être perdues. C'est de leur donner la chance de se repentir et de revenir aux principes et à l'éthique de leur religion. Donc plus on sensibilisera sur les valeurs et les principes de l'islam, mieux ces personnes se rendront compte qu'elles sont en train de faire de mauvais choix et en ce moment, elles pourront revenir si elles savent qu'on ne va pas les juger, les condamner et les blâmer indéfiniment. Donc, continuer de les sensibiliser, de leur dire que la possibilité de se repentir et de revenir sur le droit chemin est une option qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Et en ce moment, on pourra juguler ce phénomène sans pour autant les laisser nous dominer. Parce que si on a des arguments à leur donner, voilà, quand on a une discussion et un débat d'argument contre argument, on en a suffisamment pour leur montrer que ce n'est pas leur choix qui est forcément le choix idéal. D'accord. Alors, Elhadj Bakayoko, alors quelles sont les solutions que vous proposez? Justement, les imams donc, nous rassurent qu'ils feront, on va dire, qu'ils vont animer des conférences sur la question. Au-delà de cela, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Oui, bien entendu. C'est vrai qu'il y a ces mesures conjoncturelles là qu'on peut mettre en œuvre, qui vont essentiellement reposer sur la sensibilisation, la formation et l'éducation. Mais de mon point de vue, il faut être d'un approche beaucoup plus structurelle. Parce que la vérité, ce qui est mis en cause essentiellement, c'est la destructuration de la famille traditionnelle. On a comme une opposition entre la famille moderne et la famille traditionnelle. C'est ce cadre familial-là justement qui produit la société d'aujourd'hui
et qui va produire également la société de demain. Je pense qu'on a trop souffert quelquefois du mimétisme au niveau de nos nations, à vouloir copier des modèles ou importer des modèles sociétaux qui ne correspondent pas véritablement à notre société. Vous savez, par exemple, c'est ce que le chef disait d'ailleurs, le fait par exemple que la loi de 64, il me semble, sur le mariage, qui arrive, qui rend illégal par exemple la dot, qui rend illégal la polygamie, et qui ne reconnaît pas les mariages traditionnels. Cela répond à un besoin qui n'est pas le nôtre. Cela répond à un type de société qui n'est pas le nôtre. Donc il faut reconstruire, n'est-ce pas, cette famille-là. Voyez-vous, tout le monde sait en Côte d'Ivoire, par exemple, que on a souvent taxé la famille polygame comme étant essentiellement l'un des responsables de tout ce qui est dépravation aujourd'hui, alors que véritablement, ce qu'il faut mettre en cause, c'est plutôt la précarité institutionnelle ou juridique, n'est-ce pas, de cette famille-là, qui dénature, n'est-ce pas, le cadre d'éducation. Le chef l'a dit, il faut également aider à faire reconnaître, n'est-ce pas, les différents mariages célébrés devant les institutions traditionnelles pour renforcer justement la famille. Tant que la famille ne sera pas renforcée en interne, évidemment, ce qu'elle va produire, n'est-ce pas, comme résultat, risque d'être affecté et malheureusement risque d'être très perméable à des idées venues de nulle part, parce que justement la base qui devait être donnée, qui devait être inculquée par la famille, n'existe pas. Je pense que c'est un élément important. Il y a également, de mon point de vue, de manière structurelle, à lutter un peu contre la pauvreté. D'accord. Le débat de la pauvreté, je veux dire, la pauvreté, c'est un terreau de tous les maux. Voilà. On ne le sait pas peut-être, mais beaucoup y vont parce qu'il y a tout un mythe autour de cet aspect-là qui fait croire que par ces pratiques-là, on pourra devenir riche, ou même que cela relève pas de pratiques de sectes, n'est-ce pas, qui sont centrées justement sur la richesse. Donc, de mon point de vue, la lutte contre la pauvreté également doit être un chantier, parce que tous les mots qui arrivent aujourd'hui, je vais dire, la pauvreté est une poudrière qui alimente un peu tout le feu de toutes ces déviances sociétales-là. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord, donc on va rester donc dans la même mouvance justement. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, au cours donc de cette nuit de célébration du Maolid, a fait une proposition, celle de la reconnaissance des mariages célébrés dans les mosquées, les mariages coutumiers également. Le Cheikh Ouaïma Ousmane Diakité l'a dit, les mariages célébrés aujourd'hui et dont les mosquées sont plus nombreux, hein, même que ceux qui sont célébrés même dans les mairies, les mariages qui sont légalement reconnus. On va revenir sur donc la déclaration du cheikh à travers cet élément qui dure environ 2 minutes, et puis après, voilà, on échange tout simplement. Afin d'une part de garantir les droits de très nombreuses femmes à vivre dans la dignité, en parfaite harmonie et en conformité de nos pratiques sociétales. Et d'autre part, de préserver les droits des enfants nés de ces mariages. Tout ceci concourant évidemment à la promotion de la famille. C'était d'ailleurs ce qui était pratiqué en Côte d'Ivoire jusqu'en 1970, conformément aux dispositions transitoires de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 64 concernant le mariage, où le législateur avait décidé que tout mariage traditionnel célébré et ayant fait l'objet de déclarations devant l'autorité administrative compétente est revêtu de la valeur des mariages légal. En fait, Côte d'Ivoire, ni ka furu flé, furu mon mestre misri ou la, furu mon mestre l'église ou konon, furu mon mestre anya jamanati ou ni douti ou bro, wele ka shaya ko shama katumi furu mbetara sri la mairie la. Almamou flé, longo lo, tiens ko kere le bandala, longo lo, ko fakere sa sala, quoi de un benyona, quoi muso benyona, quoi beta, aombo le kere bana longo lo, mnanya sita la. Niko ube kuma va kwa mami ida bonina ko nintaluta kuma ye kwambe ta tribunal la shrama manga kakete qui a dîné free
Autrement, au furu mumbe Sri-Lani, jamana kaka, au te kokula yo Côte d'Ivoire, a tumbe kela juna. Voilà, c'est un extrait de l'intervention de Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité lors de la célébration du Maolid que nous venons d'écouter sur cette proposition donc de la reconnaissance légale des mariages coutumiers et religieux. Alors, Imam, pourquoi pensez-vous aujourd'hui qu'il faut réellement, et c'est vrai, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité a donné des arguments tout à l'heure, mais voilà, on aimerait que vous reveniez là-dessus, sinon que vous donnez de plus amples, on va dire, de plus amples explications à la nécessité de reconnaître ce type de mariage officiellement en Côte d'Ivoire. Je pense que dans un État... Parce que le cheikh a dit tout à l'heure que chaque fois les imams sont en train de trouver des solutions à des querelles dans les foyers et ben voilà, dont l'origine aussi se situe à ce niveau. Et je pense que dans un État, quand on fait les lois, c'est pour le bien-être des citoyens. Et comme le cheikh l'a dit, les mariages qui sont célébrés dans nos mosquées, je ne parle pas des autres communautés religieuses, dans nos mosquées, mais c'est peut-être 10 fois plus que ce qui se fait ailleurs, dans les mairies. On a donné pour 2022 à peu près 2000 mariages, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Mais le COSIM aujourd'hui a un registre dans lequel chaque mariage qu'on célèbre dans les mosquées, dans nos mosquées, on a un numéro. Donc ce sont ces différents mariages-là qui sont réunis chaque année. Le Bureau national a le nombre de mariages qui est célébré. Moi, je suis le secrétaire de Marcory. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 89 mariages qu'on a célébrés depuis le début de l'année. Ça, c'est Marcory. D'accord. Imaginez-vous, Yopougon, chose. Et donc, ça, c'est ceux seulement qui sont venus vers le COSIM. Ceux qui sont venus vers le COSIM. Peut-être il y a des mosquées où on célèbre les mariages, mais ils n'ont pas encore ces registres-là. Donc, tout ce monde-là se sentent dans ce, comment on appelle ça là, ces modes de mariage-là. Alors que ce sont des citoyens. Pourquoi ne pas profiter, comme le cheikh l'a dit, en 64 c'était comme ça, quand un imam célèbre le mariage, et ce mariage est de facto reconnu par la loi. Oui. Pourquoi ne pas chercher à revenir sur ça? Puisque tous ceux qui célèbrent ce mariage dans les mosquées, ailleurs, c'est pas parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas la mairie, mais ils se sentent à l'aise dans ce mariage-là. Donc moi je pense qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner parce que on ne peut pas laisser toute cette population-là pour dire que parce que c'est ça nous on a décidé. Non, même en islam, quand on parle de fatwa, là, on ne peut pas venir faire la fatwa quelque part sans tenir compte de la situation des gens, la situation du moment. C'est sur ça d'abord qu'il faut regarder et puis faire les fatwas. C'est la même chose. Voilà ce que le COSIM demande. D'accord. Donc sinon actuellement, lorsque vous partez devant les autorités nationales, si vous êtes marié à la mosquée, on dit simplement que votre femme est votre conjointe, quoi. Tout simplement. Voilà. Le cheikh a dit tout à l'heure, c'est aussi... Le mot conjointe, même bon, il dit concubine, hein. Concubine. Ah oui, c'est ce qu'on nous dit. Sinon, on ne dit pas que c'est votre femme, on ne dit pas que c'est pas votre mari. Le cheikh a dit c'est pour aussi rétablir le droit des femmes. Est-ce que vous comprenez aussi comme ça, cette affaire comme ça, Adia? D'accord. Oui, parce que le cheikh estime qu'il y a plusieurs droits des femmes qui ne sont pas reconnus, hein, lorsque ces mariages ne sont pas reconnus. Je pense que l'une des options qui pourrait être utilisée, c'est de voir dans quelle mesure les imams pourraient être reconnus comme des officiers d'état civil. Parce que le mariage civil, c'est un fait d'état civil qui est notifié et qui fait bénéficier davantage pour le travailleur ou pour les conjoints survivants en cas de catastrophe. Si on a la possibilité de créer justement une passerelle qui permet de reconnaître les mariages célébrés au sein de nos mosquées, ça pourrait être un élément qui régulariserait les situations et qui permettrait de mettre les familles en sécurité. Mais surtout, il faut se battre sur le fait de se dire que l'information doit être connue. Et la démarche, au-delà du plaidoyer, c'est de penser à voir, est-ce qu'on peut porter un texte de loi devant l'Assemblée nationale
qui va maintenant légiférer avant que ça ne passe devant les autorités en projet de loi et qui va être adopté. Mais c'est déjà une démarche d'aller dans le plaidoyer pour attirer l'attention et mettre en lumière justement toutes les insuffisances que les sociétés sont en train de se créer quand on a une partie importante qui est mise en marge de la communauté. Mais pour cela, il faut après, au-delà du plaidoyer, passer à une étape de sensibilisation auprès de nos élus, justement, parce que nos députés, le Sénat, c'est la représentation et l'émanation du peuple. Donc, c'est nos desiderata qui devraient pouvoir être remontés. Si tant est-il que c'est aussi important pour nous, il faut que nous arrivions à en faire des textes de loi qui vont pouvoir être légiférés. Et c'est à ce prix-là que les solutions durables pourront être trouvées. Sinon, il ne faut pas qu'on reste dans des plaidoyers qui vont malheureusement être des vœux pieux et qui vont continuer justement d'affaiblir les tissus familiaux, parce que le nerf de la guerre dans tous ces conflits, elle le disait, c'est la problématique de l'argent, la redistribution des richesses. Quand quelqu'un a l'impression que les autres, il n'a que des droits et qu'il n'a pas de devoirs, c'est en ce moment que justement les conflits naissent avec tout ce que ça a comme conséquence au sein de nos communautés. D'accord. Merci beaucoup, Eladj, en une minute sur la question. Alors, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour le bien-être des familles aujourd'hui? Mais tout à fait. Ce qui est vraiment épinglé là encore, c'est le déphasage entre la règle de droit et puis la réalité sociale. Il y a beaucoup de familles, nos parents aujourd'hui, qui se sentent pleinement mariés. Et vous verrez effectivement même aujourd'hui des personnalités de premier rang qui ont contracté des mariages et qui vivent les mariages au quotidien, au sud de tout le monde, de toute la famille. Tout le monde se reconnaît comme étant marié, sauf que la règle de droit ne l'encadre pas. Une règle de droit, justement, doit pouvoir accompagner l'évolution de la société. Le problème chez nous, c'est qu'on a trop vite importé les lois qui ne sont pas véritablement adaptées à la société. Le mariage, du point de vue de la sociologie, c'est d'abord un fait, c'est une réalité sociale. Et dans cette réalité sociale, indique aujourd'hui que beaucoup, en tout cas des millions d'Ivoiriens, se marient devant les autorités coutumières, se marient devant les autorités religieuses. Et cela, il faut bien être capable d'encadrer et de les prendre en compte, parce qu'ils le vivent dans leur quotidien, ils le vivent comme une réalité, et la règle de droit doit être capable de s'adapter à cela. C'est ça qu'il s'agit. Et tous ceux qui ne sont pas pris en compte deviennent finalement des marginaux par rapport à notre loi, alors que justement, la loi doit faire en sorte que tout le monde puisse trouver son compte, tant que l'évolution de la société y trouve son intérêt. Voilà, donc je pense qu'il faut y aller. D'accord, donc on va toujours continuer donc à parler de famille. Et la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nassineba Touré, a lancé il y a de cela quelques jours, une semaine, ce plan d'urgence baptisé Maraude, qui a pour objectif donc d'extirper des rues ces enfants, voilà, qui n'ont autre refuge que les rues. Et selon des ONG, ils sont environ 3000 enfants, voilà, et jeunes qui passent leur journée et leur nuit dans les rues d'Abidjan. Alors on vous propose ce reportage signé Amara Diarasouba, voilà, sur cette opération, et puis on se retrouve. 4 heures du matin, l'ombre de la nuit plane encore sur le quartier de Cocody-Angré. La ministre Nassineba Touré sillonne les artères de la commune à la recherche des enfants en situation de précarité. Au carrefour Selfie, terminus 81-82, des jeunes sont repérés, le constat est émouvant. La scène se passe de commentaires. Donc moi je ne veux pas que tu sois, il faut que je vous protège. Il faut qu'on vous protège. Ben, s'il vient te trouver couché comme ça, il va t'attraper. C'est fini, mais tu ne mérites pas ça. Justement, donc on s'en va dormir. Tu vas dormir. Oui, il faut aider ces enfants et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce programme est accompagné du décret de famille d'accueil en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens aujourd'hui ont pris conscience qu'il faut aider des enfants ivoiriens. Et nous avons des familles disponibles sur le Grand Abidjan à l'intérieur du pays qui ont été sélectionnées selon certains critères énumérés dans le décret en collaboration avec le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, et le ministère de tutelle qui est celui des enfants, de la femme et de la famille.
Une fois appréhendés, ces jeunes sont transférés dans un centre d'accueil. Certains parmi eux en profitent pour prolonger le sommeil interrompu. Ils sont à tour de rôle soumis à une procédure protocolaire de prise en charge sanitaire et nutritive. Nous loger dans une maison aujourd'hui, on est content et on est fiers de sa gentillesse. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas croire qu'elle aura cette surprise pour nous. Ouais. Aujourd'hui, on est venu, nous sommes bien contents de Madame la ministre. Je suis fier de ce que la Madame la ministre a fait pour nous aujourd'hui. Parce que le fait qu'il veut trouver qu'elle a une maison où dormir, et toi où dormir, c'est qu'elle est là, tout est là bon. Et comme aussi là où il y a les éducateurs qui sont là pour nous comprendre. Je suis fan ici, c'est ce qu'elle fait. Mon projet, c'est la ferronnerie. Donc là, il faut qu'ils ont mis de la ferronnerie, vu ce qu'il a terminé. 10 mois, c'est le temps que s'est fixé le gouvernement ivoirien pour résoudre le phénomène des enfants dans la rue. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été déboursés pour renforcer les actions de lutte contre ce fléau. Je voudrais interpeller mes compatriotes, ivoiriens et ivoiriennes. Je voudrais d'abord vous remercier pour la générosité que vous avez à l'endroit de ces enfants qui sont dans la rue. Aujourd'hui, avec le décret des familles d'accueil et le plan d'urgence, nous nous sommes rendus compte que vous voulez aller plus loin. Avec toutes les enquêtes qui ont été menées, avec les critères, nous avons une liste de familles d'accueil pour accueillir vos enfants. Ces enfants ivoiriens, ces enfants qui sont l'avenir de demain. Je voudrais vous dire merci, je voudrais dire de compter sur nous et qu'ensemble, nous pouvons éradiquer ce fléau et rendre notre pays plus agréable et offrir un meilleur avenir à nos enfants. Yopougon, Koumassi, Makori, Abobo et Port-Boué sont les 5 centres d'accueil que le gouvernement a mis à la disposition de ces enfants en rupture sociale. La campagne se poursuivra ici à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays, selon les mots de la ministre Nassine Batouré. Voilà, 5 centres à mettre en place ici à Abidjan pour retirer ces personnes des rues. C'est l'objectif principal donc, de cette initiative du gouvernement à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Qu'est-ce que vous pensez de l'opération? Merci. Je pense que c'est une excellente opération parce que, quoi qu'on dise, les enfants, leur place n'est pas dans la rue. Il faut qu'on puisse penser à les resocialiser. Il faut qu'on puisse leur donner la chance de devenir des adultes de demain. Il faut qu'on puisse rattraper les gaps qui sont en train d'être créés parce que être dans la rue, c'est être livré à toutes sortes de dangers. Il y a beaucoup de violence, il y a la drogue, il y a le phénomène de Kadhafi qui est devenu en tout cas une nouvelle mode. Il y a beaucoup de situations auxquelles ces enfants sont confrontés. Ils n'ont pas demandé à venir au monde et il est de la responsabilité de l'État de pouvoir trouver des solutions durables. Et ces centres d'accueil peuvent être des alternatives pour resociabiliser ces enfants et leur donner la chance de devenir des adultes plus responsables parce que certains peut-être reprendront leurs études, d'autres pourront apprendre des métiers et cela leur permettra de pouvoir demain s'insérer dans le tissu. Sachant que notre pays est à vocation jeune, donc on n'a pas le droit de laisser ceux qui seront peut-être l'avenir du pays en marge de son développement. D'accord. Imam, les raisons de la présence de ces enfants dans la rue varient d'une personne à une autre. Il y a des orphelins, il y a aussi des enfants qui, on va dire, qui ont des histoires avec leurs parents. Est-ce que cela veut, on va dire, démontre des problèmes au sein de nos sociétés, de nos familles, justement, je veux dire? Je crois que c'est comme le thème de Maulud qu'il a signifié. Pour qu'on puisse garder l'équilibre de la famille, il faut que nous, on comprenne qu'on a, en tant qu'Africains, on avait nos coutumes, on avait nos façons de faire. Chez nous, en Afrique, ici, c'est des problèmes qui ne se posaient pas. C'est des problèmes qui ne se posaient pas, mais on a voulu copier. On n'est pas arrivé de l'autre côté, on a sauté. On a quitté chez nous. On a quitté chez nous, on n'est pas arrivé de l'autre côté. Sinon, avant, vous voyez, même quand on parle d'orphelinat, dans ça n'existait pas chez nous. Non, quand quelqu'un meurt, soit c'est l'oncle, soit c'est la tante qui prenait l'enfant.
Mais aujourd'hui, on a abandonné l'enfant, la cellule familiale a été délaissée. On court derrière quelque chose que peut-être c'est Dieu seul qui donne. Comme on l'a dit, l'argent. Mais l'enfant là, il y en a qui aujourd'hui, si tu leur demandes de donner 1 milliard pour avoir un enfant, ils vont le faire. Tant qu'il a eu, tu penses qu'il y a autre chose mieux que cet enfant là. Il faut qu'on revienne éduquer encore les responsables des familles pour leur dire que un enfant, c'est une responsabilité. Il ne suffit pas seulement d'avoir un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, depuis que l'enfant est dans le ventre de sa maman, son éducation commence là-bas. Le parent doit prendre charge cet enfant-là jusqu'à l'accouchement. Mais si on abandonne l'enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va aller chercher. Tu veux chercher une richesse. Cette richesse, elle est avec toi. Est-ce qu'il y a plus de richesse que l'enfant? Donc il faut qu'on revienne, il faut qu'on réhabilite la famille. C'est-à-dire la cellule familiale vraiment a pris un coup dans nos sociétés. Il faut revenir à ça. Bon, les autres causes là, je pense que si on a pu résoudre ce problème, le problème de la famille, il est fort probable que les autres là, vraiment, on ait des solutions pour ça. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Que Dieu nous aide. Alors, Elhadji Sendou, vous pensez que cette opération peut avoir un impact sur la situation? Environ 3000 enfants actuellement dans les rues d'Abidjan. Non, c'est clair, c'est évident qu'elle a un impact, elle est nécessaire, d'autant plus qu'on a trouvé effectivement des enfants dans la rue. On les a récupérés, on les a confiés à des centres. Mais il faut toujours aller au-delà des solutions palliatives. Parce que, comme l'a dit l'imam, ce qu'il faut interroger véritablement, c'est notre mode de vie, c'est notre société. Tant qu'on ne le fera pas, on va trouver des solutions pour 3000 enfants aujourd'hui, mais demain, il y en aura encore 6000 autres qui seront dans la rue, peut-être encore, après-demain, 9000 autres. Parce qu'à la base, on n'aura pas réglé le problème. Il y a une loi qui choque toujours les Africains. Lorsqu'on sort de l'Afrique, on va ailleurs, que ce soit en Europe, en Asie, même en Amérique. C'est le phénomène des SDF, les gens qui sont dans la rue, les sans-abri. Ils foisonnent, ils ne sont pas tous des mal mentaux. Il y en a qui disent parce qu'ils ont perdu leur emploi, qu'ils sont tous dans la rue. Mais ça nous choque parce que nous, on n'était pas fondamentalement habitués à ça. Parce que quand tu perds ton emploi, tu peux toujours rebondir chez un cousin, chez un oncle, chez un frère. Parce que justement, à la base, il y avait la communauté qui existe. On a déstructuré la famille. La famille n'est plus un élément qu'on appelle communautaire, sociétal. Il est juste devenu vraiment une famille conjugale, c'est-à-dire papa, maman avec les enfants. Tant qu'on n'aura pas revu justement l'éducation comme étant un élément, je vais dire un fait communautaire, et qu'on le limite seulement à la seule famille nucléaire, ça va être compliqué. Voilà, parce qu'avant, je veux dire, même tout à l'heure on parlait du cas de cet enfant qui est tout dans la rue, parce que la voix de ses parents. Mais avant, peut-être il s'était réfugié plutôt chez un oncle ou une tante. Pour dire, il a fait une gaffe, et puis là, après ce moment, on allait négocier. Mais ce cas-là n'existe plus. Voilà, donc je pense que le vrai débat, c'est d'arrêter de mimer, d'importer tout ce qui est d'ailleurs, et d'avoir une vraie réflexion sur notre modèle de développement sociétal, et pour qu'effectivement on puisse agir. J'ai été heureux d'entendre notamment qu'il y a des familles d'accueil qui sont choisies, mais là, c'est une très bonne idée, mais là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je veux dire, par exemple, parce qu'on est en Afrique, beaucoup de familles pourraient, je ne doute pas de leur bonne foi, mais pourraient accepter cette offre-là parce qu'en retour, parce qu'en Europe, ça existe, mais il accepte souvent parce qu'en retour, il y a une subvention qui est derrière, où il y a un apport de l'État à ces familles-là. Donc, il faut s'assurer effectivement que le cadre qu'ils vont offrir à l'enfant pourra être un cadre qui va permettre, n'est-ce pas, un redressement social de cet enfant. Il faut également avoir l'envie des enfants, parce que je vais dire, si vous ne tenez pas compte, par exemple, de la réussite de l'enfant, il est d'origine musulmane, que dans les familles, de familles chrétiennes musulmanes, ça risque de poser un problème un peu plus qu'on en cherche à résoudre. Je pense qu'il faut revoir un peu tous ces aspects-là, mais avoir une vraie interrogation sur notre modèle de développement sociétal. D'accord, merci beaucoup à vous pour cette intervention. Et voilà, nous avions un autre sujet, mais nous sommes pris par le temps, ce sujet donc consacré à l'organisation de la CAP 2023. Inch'Allah, on vous le proposera pour la prochaine édition, c'est-à-dire la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Elhadji Sendou Bakayoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. On dit également grand merci à Imam Al-Hassan Sissoko. Je rappelle que vous êtes le responsable du département d'Awa au niveau du COSIM. Vous avez le sport, le football.
J'aime le football, mais je ne sais pas. Imam aimait le foot. Inch'Allah. La semaine prochaine, on va envoyer Imam ici. Inch'Allah. Surtout si c'est l'éléphant qui joue. D'accord. Alia Diallo, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous également adorez le football, on l'imagine. Non, pas vraiment. Ah, d'accord. Il y a des femmes qui adorent le foot. D'accord. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée.